Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 7h42, nous recevons un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Columbia. Vous publiez Les routes de la liberté aux éditions des Liens qui libèrent. Dans ce livre, vous vous livrez à une charge contre une forme de libéralisme débridé. Vous critiquez l'héritage néolibéral qui privilégie la liberté des marchés au détriment de la liberté collective et des droits économiques. Et vous proposez, au travers d'une approche progressiste, des réformes pour réconcilier liberté individuelle, égalité et bien-être collectif. Mais nous sommes aujourd'hui le 14 janvier. Le 20 janvier, ce sera l'investiture de Donald Trump. Et comme vient de l'expliquer ma camarade Catherine Dutu, ça n'est pas, semble-t-il, vos propositions qui sont aujourd'hui à la mode auprès de l'administration Donald Trump. What do you think about that? Well, of course, I'm very concerned about what is going to happen in the next 4 years. Je suis évidemment très inquiet au sujet de ce qui va se passer dans les 4 prochaines années. Vous avez mentionné ce dessin de Donald Trump sur son trône avec Bezos derrière lui, et Musk, etc. Et on a parlé il y a quelques années de la Russie et de ses oligarques. Et maintenant, aux États-Unis, ben voilà, on parle des États-Unis et de ces techno-oligarques. Nous devenons une oligarchie aussi maintenant. Le seul espoir que nous ayons, c'est que ces oligarques ne soient pas d'accord entre eux et avec les autres groupes qui forment la coalition républicaine, qu'ils ne soient pas d'accord entre eux. Par exemple, ces oligarques veulent des employés, des ouvriers venant de l'extérieur pour les payer moins cher, parce que les étrangers sont payés moins cher. Et Trump a lancé sa plateforme contre l'immigration. C'est un exemple de conflit qui a déjà été soulevé. Et oui, parce que vous évoquez dans votre livre la liberté pour les loups aux dépens des agneaux, mais c'est précisément ça qui est en train d'exister aux États-Unis, la liberté pour les loups. Parmi ces loups, il y a effectivement Elon Musk, Jeff Bezos, ces oligarques que vous venez de citer, avec un seul espoir, c'est que les loups se dévorent entre eux. Absolutely. Tout à fait. Le thème central de mon livre, c'est que la liberté d'une personne, souvent, vient aux dépens de la liberté d'un autre. Par exemple, le droit de ne pas être vacciné, le droit de ne pas porter un masque, signifie que quelqu'un d'autre va mourir dans une pandémie. Donc il faut vraiment faire équilibre entre ces libertés. Et ce que nous avons fait avec les oligarques, c'est ce que veulent ces oligarques, c'est être dérégulés, pouvoir polluer, pouvoir donner toute désinformation, toute fake news qu'ils veulent. Et en faisant cela, eh bien, ils feront du mal au reste du pays et du monde. Mais alors, je me posais la question suivante, Joseph Stiglitz, vous êtes prix Nobel d'économie. Il y a aujourd'hui des monopoles gigantesques qui sont en train d'être créés, notamment dans le domaine, bien sûr, des réseaux sociaux. Elon Musk a la plateforme X. Il semblerait qu'il soit intéressé par le rachat de la plateforme TikTok pour les États-Unis. Ce type de monopole, comment peuvent-ils périr? Est-ce que vous voyez une possibilité pour ces entreprises désormais gigantesques de décliner? Comment peut-on imaginer, bref, qu'il n'y ait pas un mouvement qui aille croissant en matière de concentration à la fois des richesses et de la puissance? It won't happen on its own. Mais ça ne se produira pas de soi-même. Le véritable danger, c'est que de soi-même, le pouvoir devient de plus en plus aggloméré, de plus en plus fort. La nouvelle agglomération de pouvoir, les nouveaux monopoles, de mon point de vue, sont pires que ceux du début du XXe siècle avec Rockefeller. Et ceux-là, on les a brisés. Et la raison
pour lesquels ils sont pires, c'est que ce n'est pas simplement des objets matériels comme une voiture par exemple, c'est au sujet de notre savoir, de ce que nous croyons. Ils essayent de contrôler l'information, le système d'information, comment nous voyons nos narratifs, nos sociétés. Et ils sont en train de privatiser le droit à la propagande. Par exemple, nous ne voulons pas la propagande d'État. Eh bien maintenant, on a une propagande privatisée. Et la seule réponse, c'est ce qu'on a fait au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Il faut avoir un État qui puisse les brider. Et ça, c'est un des points forts de l'administration Biden. La FCC, l'organisme qui contrôle les télécommunications, ont commencé à faire du progrès dans ce domaine-là. Malheureusement, tout le progrès qu'on a fait au cours des 4 dernières années seront inversés. Mais moi, j'espère que... Enfin, disons, je suis inquiet. J'espère qu'on verra la chute de l'administration Trump et la baisse de pouvoir des oligarques, qu'on aura une nouvelle administration. Il faut penser à 2028 désormais. Et il sera tellement clair qu'on devra faire quelque chose au sujet de ces monopoles. Ah oui, donc vous confirmez le fait que cette situation particulière du capitalisme est pire que les monopoles précédents, parce que je réfléchissais par exemple aux firmes automobiles à Détroit. L'automobile américaine a connu de nombreuses difficultés. Elle a été concurrencée par l'automobile japonaise, aujourd'hui par l'automobile chinoise. Il y a eu également des aléas pour des entreprises qui étaient gigantesques, jadis. Je pense par exemple à General Electric. Mais alors, tout ça est sans précédent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Joseph Stiglitz. Tout à fait. La valeur de ces entreprises est dans les milliards de dollars. C'est une propriété concentrée. Les Musk, les Bezos. Regardez la fortune de Musk par rapport à l'économie américaine, c'est sans précédent. Malheureusement, ces oligarques n'ont pas d'intérêt social. Ils poussent leur propre agenda qui est extrêmement à droite. Dans les routes de la liberté, vous évoquez ce livre donc publié aux éditions des Liens qui libèrent, un système économique et politique qui permettrait de garantir la liberté à tous. Alors il y a un clin d'œil dans ce titre puisque vous singez Les routes de la servitude, le grand livre de Frédéric Hayek, qui est un livre où justement il théorisait un certain nombre des règles de l'ultralibéralisme en vigueur aujourd'hui. Mais justement, ce que disait Hayek notamment, c'est que le capitalisme devait avoir horreur des monopoles. Et aujourd'hui, il aboutit, comme on vient de le voir, à des monopoles. Monopole donc de Bezos sur Amazon, monopole aujourd'hui d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. Hayek wrote this very influential book in 1944. Hayek a écrit ce livre très influent, qui a eu beaucoup d'influence en 1944. C'était après la Grande Dépression, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de l'intervention gouvernementale pour pouvoir mettre en pratique les idées de Keynes sur le plein emploi. Il était inquiet du fait que le gouvernement nous mènerait sur la route de la servitude. Il avait En fait, il s'est trompé. Il pensait que les marchés seraient automatiquement concurrentiels. Et il avait tort de ce point de vue-là. Il pensait que le libéralisme, le néolibéralisme, le nouveau libéralisme mènerait à ce que tout le monde, par un processus de cascade, s'enrichirait. Mais c'est faux. Et il avait aussi un intérêt pour la liberté politique. Il pensait qu'il fallait avoir une liberté économique pour avoir la liberté politique, que l'un mènerait à l'autre. Là, encore, il a eu tort. Donc, pour l'instant, ce que l'on voit, on voit du populisme autoritaire, pas dans des pays où il y avait vraiment un gouvernement fort, pas du tout. Il n'y avait pas, ça s'est pas
passer dans les pays où il y avait vraiment une force sociale importante. Mais c'est aux États-Unis où le gouvernement n'est pas assez fort. Il y a de la désillusion, il y a de l'aliénation aux États-Unis. Les gens ordinaires ont vu leur vie souffrir. Malheureusement, cette souffrance a été capturée par Trump, qui donnera des réductions d'impôts aux milliardaires, mais qui enlèvera l'assurance multirisque habitation, par exemple, des pauvres, et leur vie deviendra beaucoup plus difficile. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que les pauvres, alors, il n'y a pas que les pauvres qui ont voté Donald Trump, mais beaucoup de pauvres ont voté Donald Trump. Justement, c'est cette économie de la liberté dont vous déplorez la puissance, ce sont ces pauvres, notamment, qui l'ont choisi. Comment expliquez-vous l'incapacité des démocrates, Joseph Stiglitz, à convaincre un grand nombre d'Américains qu'il fallait donc poursuivre dans la politique, notamment la politique économique menée par Joe Biden? Le fait, c'est au cours des 40 dernières années, l'inégalité a cru. Ceux d'en bas souffrent plus. Il y a un livre qui a eu beaucoup d'influence, qui s'appelle « La dette du désespoir ». La durée de vie a diminué aux États-Unis. De ce point de vue-là, la plupart des vieux démocrates et des vieux républicains ont failli. Et ce que Trump fait, c'est pas un ancien républicain, dit-il de lui-même. Je suis un nouveau républicain. Je suis contre l'establishment. Mais il ne tient pas sa promesse. Il a capturé la colère. On peut voir sur son visage. C'est un acteur. Et il ne tiendra pas sa promesse pour le bien-être de ces gens-là qui ont voté pour lui. C'est remarquable. Mais en fait, c'est dû en partie à la déficience de notre système éducatif. Vous rappelez la crise financière de 2008 dans votre dernier livre, Joseph Stiglitz. Est-ce que cette politique qui mène à toute une série de bulles, qui mène notamment à des bulles immobilières, à des bulles boursières, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles se poursuivent longtemps? J'espère que les gens vont en venir à comprendre que Trump ne tiendra pas ses promesses, que nous allons avoir une bulle de la technologie. Ces multimilliardaires de la technologie sont les bénéficiaires de l'exubérance autour des nouvelles technologies. Et ce qui est important à la fin des fins, c'est le bien-être de tous les individus. Donc cette bulle tech, cette bulle Trump va exploser, mais on ne sait pas quand. Et je dois admettre qu'il y a une inquiétude que j'ai principale. C'est au moment où Trump va échouer, il est possible que les gens se tournent vers quelqu'un encore plus à droite que lui. Et donc, que l'écosystème de l'information a été tellement pollué par la droite et tellement contrôlé par la droite que l'extrême droite va dire, par exemple, que les démocrates contrôlent le climat et que c'est à cause des démocrates qu'il y a des ouragans en Caroline du Nord. Ces choses-là seraient risibles si elles n'étaient pas crues par tellement de gens. Est-ce que ce qui est en train de se dérouler en Californie, à Los Angeles, va avoir des conséquences, notamment des conséquences économiques, Joseph Stiglitz? Yes and no. Oui et non. À l'évidence, il y a eu des
milliards et des milliards de dommages. Les sociétés d'assurance vont être affectées. La réassurance est en Europe et donc vous aussi, vous serez impactés. Donc ça devient un problème mondial. Et en ce qui concerne la Californie, c'est un très gros problème. Ils ne pourront plus s'assurer. Les Californiens ne pourront plus souscrire à des assurances. Donc la reconstruction de la Californie, de Los Angeles plutôt, sera, si vous voulez, un coup de fouet pour l'économie en Californie. Mais les dévastations, les dommages sont énormes et ça a vraiment affecté le bien-être des gens. J'étais à l'endroit où le feu a commencé il y a 2 semaines. Je suis passé il y a quelque temps. Si vous pouviez vous imaginer la beauté de ces maisons qui viennent d'être détruites en une nuit, la question va être la politisation de ce qui s'est passé. Pour les démocrates, c'est très clair. Nous devons faire quelque chose au sujet du changement climatique. Il doit y avoir une réflexion sur le changement climatique. Mais nous espérons que ce sera un message qui sera intégré, mais je n'en suis pas sûr. Mais est-ce que vous pensez, quoi qu'on pense de ce que dit Donald Trump, est-ce que vous pensez malgré tout que la situation a été mal gérée par le gouverneur californien Gavin Newsom? De mon point de vue, la réponse est non. Ces feux sont à une échelle qui ne s'est jamais produite auparavant. Il a mis énormément de ressources dans la lutte contre ces incendies. Mais c'est simplement le résultat du changement climatique sans précédent que nous voyons. Nous savions à quel point tout était sec dans cette région. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Joseph Stiglitz, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous êtes prix Nobel d'économie et vous publiez Les routes de la liberté aux éditions Les liens qui libèrent. Vous étiez traduit ici même par un certain Michel Zlotowski et dans quelques instants, vous serez rejoint par Alexandra de Hoop-Scheffer qui est politologue et on verra aussi l'autre versant de Donald Trump, autrement dit sa politique étrangère, la manière dont il va former avec Elon Musk, notamment un étrange duo. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. De la politique américaine avec vous, Joseph Stiglitz. Vous êtes prix Nobel d'économie, professeur à l'Université de Columbia. Vous publiez Les routes de la liberté aux éditions des liens qui libèrent, où vous critiquez vertement le tour qu'a pris le libéralisme aux États-Unis, la liberté des loups. En quelque sorte, expliquez-vous, une liberté qui devrait être bornée, c'est votre souhait, mais vous confessez que ce souhait aujourd'hui est mis à mal par les premières déclarations de Donald Trump. Et nous recevons Alexandra de Hoop-Scheffer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste des relations transatlantiques et internationales, présidente du think tank, le German Marshall Fund of the United States. Alexandra de Hoop-Scheffer, il y a donc cette liberté du loup en matière économique avec aujourd'hui la présence d'oligarques comme Elon Musk aux côtés de Donald Trump. Et puis il y a ces premières déclarations, notamment sur le Groenland, où on oscille, on hésite entre la question de savoir s'il s'agit de farces bouffonnes, de menaces, les deux peut-être aussi. J'aimerais savoir si cela rejoint une tradition américaine de république impériale. Je pense que Donald Trump est avant tout un transactionnaliste. Ce qu'il fait là, c'est vraiment son art du deal. C'est-à-dire qu'il met ses amis, ses alliés et ses rivaux
chaos, donc à coup effectivement de tweets, de provocations et voire de confrontations. Il fait monter la température pour ensuite les amener à la table des négociations et obtenir ce qu'il veut. Et alors moi, ce que je trouve remarquable, c'est que cette stratégie fonctionne à merveille. Je vais vous donner quelques exemples de ces derniers jours. Le Danemark se dit tout à fait prêt à coopérer avec les États-Unis sur l'Arctique et dit que Trump a tout à fait raison de mettre l'accent sur l'influence grandissante de la Chine et de la Russie dans l'Arctique. Le Premier ministre du Groenland a dit qu'il ouvrait les mines du Groenland aux États-Unis qui souhaitaient renforcer la coopération avec l'administration Trump. Le Canada a promis d'investir 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité le long de sa frontière avec les États-Unis. Et enfin, le Panama va renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Donc en fait, cette technique qui est en fait de provoquer dans le vrai sens du terme fonctionne à fond. Avant même son investiture, il obtient un certain nombre de concessions. Et la prochaine sur la liste, c'est l'Union européenne. Joseph Stiglitz, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'économiste que vous êtes pense donc de cette tactique qui, si j'en crois Alexandra de Hoop-Scheffer, relève d'un certain nombre de transactions à venir? Well, I think she's absolutely right. Trump is characterized by his transactional. Eh bien, Trump est caractérisé par ses transactions. Il n'y a pas de fidélité, pas de loyauté. Mais il y a un autre élément. Il ne réfléchit pas à tout, de bout en bout. Il n'est pas, c'est pas un stratège. Dans le fait même d'obtenir ce qu'il veut. Ce qu'il veut, souvent, c'est simplement de l'attention. C'est pas une politique qui est au long cours, qui va réussir au long cours, que ce soit sur le plan économique ou politique. Donc, ce que l'on voit pour l'instant, par exemple dans le domaine de l'immigration, ses soutiens, les oligarques en question, veulent de l'immigration. Ils veulent de l'emploi à bon marché. Mais les gens qui l'ont élu sont motivés par sa rhétorique sur l'arrêt de l'immigration. Ce sont des contradictions qui ne peuvent pas être mises de côté. Et il ne comprend pas ce que veut dire compromis, qui est véritablement à la base des options politiques, qui mènera aussi à l'économie. Est-ce que vous envisagez, Joseph Stiglitz, l'économie américaine sans main-d'œuvre étrangère? Non. Ben non. Nous dépendons. Moi, je vis à New York et tout restaurant, chaque lieu de distraction, on doit reconstruire Los Angeles. Sans immigration, Los Angeles ne sera pas reconstruite. Nous dépendons de l'immigration. Les réalités font qu'elles vont pénétrer dans ce monde-là. Moi, ce que j'attends, c'est que d'autres personnes comme en Europe, comme Meloni l'ont fait, beaucoup de déclarations contre l'immigration, mais en fait, quand ils sont au pouvoir, l'immigration, elle est favorisée. Alexandra de Hoop-Scheffer. Musk, en fait, incarne cette contradiction. Il la personnifie, c'est-à-dire qu'il est en train de soutenir, on l'a vu sur X, sur son réseau social, les partis d'extrême droite hostiles à l'immigration en Europe, mais lui, en même temps, il défend les visas de travail, les fameux H-1B, aux États-Unis pour ses propres intérêts économiques. On a la même contradiction aussi sur la question de la Chine. Ces entreprises de la tech continuent à dépendre massivement du marché chinois. Et en même temps, la politique de Trump, c'est très, très tourné contre la Chine et une politique, en fait, d'endiguement de la capacité d'innovation tech de la Chine. Donc, il y a une forme de contradiction. Donc, je trouve que c'est fascinant parce qu'il va falloir voir dans quelle mesure ces contradictions, en fait, ne vont pas finir par amener réellement à des ruptures entre Trump et ce petit cercle de géants de la tech qui l'entoure.
Bon, mais alors, dites-moi, Joseph Stiglitz, parce que je ne veux pas révéler des secrets, mais je pense que vous incarnez en grande partie la gauche américaine, et cette gauche américaine, par exemple, elle n'était pas contre ce qu'a dit Donald Trump contre la Chine. Alors, peut-être que sur la forme, elle avait des choses à redire, mais sur le fond, le New York Times, par exemple, était ravi de ce que décidait Donald Trump contre la Chine. Well, there are very different premises of the conflict with China. Il y a différentes prémices de ce conflit avec la Chine. La gauche était inquiète des droits de l'homme, de ce qui se passait à Hong Kong en termes de démocratie, les violations des droits humains qui se produisaient. Ils pensaient aussi que l'économie ne pouvait pas être un jeu à somme nulle, qui est, du point de vue de Trump, la Chine fait mieux que les États-Unis de ce point de vue-là. Donc, la gauche et la droite se sont rendus compte que les règles du jeu actuelles, qui ont été grandement créées par les États-Unis, n'ont pas fonctionné en faveur des États-Unis, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs américains qui ont perdu leur emploi et qui ont des revenus qui stagnent. Mais le problème n'est pas tellement le régime de commerce international, mais le désastre des politiques économiques américaines pour fournir l'éducation nécessaire et aussi pour le soutien à l'adhésion aux syndicats, par exemple. Et donc, ces luttes internes aux États-Unis ont exacerbé ces luttes. Donc, les ouvriers aujourd'hui sont malheureux. Donc, la question c'est, est-ce que c'est nous que nous devons blâmer parce que nous n'avons pas réagi de façon correcte, ou est-ce qu'il faut blâmer la Chine? C'est beaucoup plus facile. Les deux côtés sont d'accord, gauche et droite, pour dire on va blâmer la Chine, voilà. Alexandra de Hoopscheffer, l'autre situation, et alors là c'est complètement inédit, c'est ce que fait Elon Musk. Alors, est-ce qu'il faut considérer qu'Elon Musk fait partie intégrante de la stratégie de Donald Trump lorsqu'il évoque, par exemple, la politique menée en Allemagne, lorsqu'il critique le Premier ministre britannique? Comment essayer d'interpréter ça? C'est un phénomène tout à fait inédit et c'est très compliqué de penser cette nouveauté. Oui, alors là, je pense que la grande différence entre Trump 1 et Trump 2, c'est précisément le soutien de ces grandes entreprises américaines de la tech. Elon Musk, le fait qu'on a aujourd'hui un tandem Trump-Elon Musk à la tête des États-Unis, reflète en fait le pouvoir complètement démesuré, compris ces géants numériques américains. Pas seulement dans la sphère du débat politique et d'essayer d'influencer les opinions publiques aux États-Unis et dans le monde sur un certain nombre de sujets, mais aussi de plus en plus sur les questions de politique étrangère. On voit un Elon Musk qui fait partie des discussions au plus haut niveau avec des dirigeants à l'étranger. Son entreprise Starlink, en fait, s'est substituée aux agences de renseignement américaines en Ukraine. Et puis de plus en plus aussi, ces géants de la tech doivent développer et se doter de leurs propres sources d'énergie, puisqu'ils en ont besoin. Et donc, ils sont aujourd'hui aussi en train de massivement investir dans le nucléaire. Quand vous mettez tous ces éléments ensemble, vous vous rendez compte en fait à quel point ces entreprises de la tech vont dans les années à venir façonner l'agenda politique des États-Unis. Et ça, c'est très nouveau. Ça, c'est un vrai changement pour la politique américaine. Et nous, en fait, Européens, on le voit, ça arrive à vitesse grand V. On voit que Trump et cette coalition de milliardaires dans le domaine numérique sont en train de former ce que j'appellerais une offensive anti-européenne et anti-réglementation européenne qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et ce sur quoi Trump joue, c'est toujours nos dépendances.
nos dépendances vis-à-vis des États-Unis, notre dépendance vis-à-vis des géants tech américains, notre dépendance vis-à-vis de la garantie de sécurité américaine et notamment depuis la guerre en Ukraine, notre dépendance vis-à-vis des énergies et du LNG, du gaz liquéfié américain. Et ce qui était intéressant, c'est de voir ce qui est ressorti de la rencontre bilatérale entre Giorgia Meloni et Trump il y a quelques jours à Mar-a-Lago. Pourquoi ? Parce que l'Italie fait un des pays qui a avec lequel les États-Unis ont le plus grand déficit commercial au sein de l'Union européenne. Donc elle essaye d'anticiper, de travailler, de se rapprocher d'Elon Musk. Et donc malheureusement, encore une fois et toujours, la réponse européenne est très, très fragmentée. Les Européens pêchent toujours par leur fragmentation et leur division. Et Trump va les instrumentaliser. L'intervention d'Elon Musk sur le Premier ministre britannique, sur Olaf Scholz, effectivement, c'est un indicateur qu'on entre dans une nouvelle ère. C'est la politisation de la tech. Il utilise cette plateforme X pour promouvoir l'extrême droite. Ça, c'est extrêmement problématique. Et là, face à ça, face à cette ingérence politique via la tech, comment est-ce que les Européens doivent réagir ? Et les réponses étaient intéressantes. Le Premier ministre britannique n'a pas vraiment réagi. On veut avoir de bonnes relations avec Washington. Et puis, l'Allemagne a réagi un peu plus fort, vous voyez. Mais il n'y a pas une... Et alors, ce qui est intéressant, c'est la non-réaction de la présidente de la Commission européenne. Von der Leyen n'a pas réagi. Et ce qui se profile, c'est une présidente de la Commission européenne qui va revoir à la baisse et mettre sous sourdine la réglementation européenne des réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je dis la technique de Trump peut paraître extrêmement grossière et disruptive, mais les résultats et les concessions sont déjà en train de se déployer avant même qu'ils soient investis. Joseph Stiglitz. Je suis d'accord, c'est tout à fait clair que les oligarques, particulièrement Musk, ont un agenda à l'extrême droite. Si vous regardez ce qui s'est passé, regardez où est-ce qu'il a grandi. Et son arrière-plan, il a grandi dans un milieu néo-nazi, il faut le dire comme ça. Eh bien, tous ces libertariens, comme ils s'appellent, sont en train de maximiser leurs profits et leur pouvoir. Et ça signifie la déréglementation, des impôts très faibles pour les multimilliardaires, torpiller nos démocraties. Vous savez, c'est plus une personne, une voix, c'est $1, une voix. Et ça fait partie de leur agenda. Et en ce qui concerne l'Europe, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'ils veulent polluer l'écosystème de l'information en Europe de la même manière qu'ils ont pollué l'écosystème de l'information aux États-Unis. C'est pire que la Russie. La pollution de la Russie, parce que la Russie n'a pas véritablement compris la société occidentale. Eux l'ont compris et ils polluent mieux et plus notre écosystème. Et ça, c'est un véritable danger. Le deuxième problème, l'Europe dépend des États-Unis pour sa défense. La réalité, c'est que sous Trump et les oligarques, ils ne défendront pas l'Europe. L'OTAN est en fait mort. On a signé des accords, mais Trump ne croit pas aux accords. Ce sont simplement des transactions. Mais alors attendez, ça c'est quand même quelque chose de nouveau, Joseph Stiglitz, parce qu'il faut que je prenne la défense du capitalisme américain. Généralement, le capitalisme américain, justement, était hostile à l'extrême droite. C'était d'ailleurs le sens des routes de la servitude, le livre de Frédéric Hayek, dont votre livre porte l'empreinte, puisque vous l'avez intitulé « Les routes de la liberté ». Hayek disait, en substance, la meilleure façon de lutter contre les nazis, puisqu'il écrivait à l'époque, c'est le capitalisme, et notamment le capitalisme américain. Les choses ont changé ?
Il avait tort à 180 degrés. C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, le mien. C'est le capitalisme sans lien, sans limite, mène à la concentration de pouvoir que l'on voit aujourd'hui. Et l'abus de ce pouvoir, l'abus du pouvoir, va vers un accroissement du pouvoir. Ils ne croient pas à la démocratie parce que la démocratie lierait leurs mains. La démocratie dirait « mais vous ne pouvez pas vous en tirer avec ce que vous faites. Il doit y avoir des limites à votre pouvoir. » Et donc, le fait est que la route vers la servitude, c'est le néolibéralisme. Et c'est à ça que Hayek menait. Et la voie, les routes de la liberté, c'est ce que j'explique, c'est ce chemin du capitalisme progressiste. Vous êtes d'accord, Alexandra de Hoop-Scheffer? Écoutez, moi je pense aujourd'hui que cet alignement qui peut paraître, vous avez parlé un peu de ce revirement en fait politique, idéologique, hein, notamment des géants de la tech. Il y a eu un virement phénoménal. Ben oui, parce que il faut se rappeler qu'il y a quelques années, la tech représentait une forme d'utopie hippie, quoi. Oui, et même quand vous écoutez un Mark Zuckerberg de Meta, qui dit aujourd'hui, on va mettre un petit peu de côté les questions DEI, de diversité, intégration, et on va montrer les muscles masculins de Meta. Bon, le vent est en train de tourner. Je pense qu'il y a un rejet, y compris dans les entreprises de la tech, qui ont vraiment été les pionnières de cette idée de diversité, d'inclusion, sont en train de revenir en arrière. Et en fait, l'alignement entre les géants de la tech et Trump aujourd'hui se fait autour de l'agenda pro-business de Trump. C'est-à-dire deux choses principalement, c'est la déréglementation et la baisse des impôts. Et donc, c'est Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk voient en Trump une espèce de porte-drapeau en fait, de cet agenda pro-business qui leur convient très bien. Et je suis tout à fait d'accord avec Joe Stiglitz que, en fait, ce qui prime avant tout aujourd'hui, c'est l'argent. C'est toujours l'argent. Il faut savoir que ces entreprises de la tech ont massivement financé la campagne électorale de Trump et ont massivement financé le jour de l'investiture de Donald Trump dans quelques jours. Et tout ça, pourquoi, en fait? Pour obtenir en retour les faveurs de Donald Trump sur cet agenda pro-business. Donc c'est du pur transactionnalisme. Et le problème avec tout ça, c'est que effectivement, vous n'avez pas de vision à long terme pour l'Amérique. Il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas un narratif qui permette d'embarquer les Américains. Et moi, ce qui me concerne tout particulièrement, c'est en fait la jeune génération, qu'elle soit américaine ou européenne, face à des géants de la tech, en fait, qui laissent se propager des discours de haine, d'extrême droite sur les réseaux sociaux, à un moment, en fait, où les jeunes ont besoin, justement, d'être alimentés par un regard critique et nuancé de tout, de l'actualité internationale, économique et politique. Et ça m'inquiète, moi, tout particulièrement. Mais alors, Joseph Stiglitz, quand même, ça doit vous rappeler des souvenirs, notamment dans les livres d'histoire. Il est question d'Henry Ford, qui était à la fois pro-nazi, qui était donc créateur des automobiles du même nom, qui a inventé le Fordisme, le Taylorisme. Est-ce que Elon Musk est une forme de version 2.0 d'Henry Ford? Yes, but perhaps even worse. Oui, mais pire, parce qu'il a plus de pouvoir. Ford n'a jamais réussi à avoir le pouvoir que Musk a déjà en main. Et l'argent, je dirais aussi. Et cette volonté de l'utiliser et une approche mondiale à ces problèmes. Parce que ces entreprises sont mondiales. Et à l'inverse de Ford, il est engagé dans la politique chinoise parce qu'il a tellement d'intérêt en Chine. C'est un conflit avec Trump, en fait, là-dessus. Et je ne comprends pas totalement
son attitude anti-européenne. Certains observateurs ont dit c'est parce qu'il aime les voitures et que les voitures européennes sont meilleures que les voitures américaines. Et ça le mène à être anti-européen, ce point de vue-là. Bon, ça a peut-être quelque chose à voir avec sa vision de payer une part honorable pour la défense. Mais c'est un danger pour l'Europe. Et c'est un vrai message pour l'Europe que j'ai mentionné précédemment. L'Europe ne peut plus faire confiance aux États-Unis pour sa défense. Merci à tous les deux. Merci Joseph Stiglitz. Je rappelle que vous êtes prix Nobel d'économie. On vous doit Les routes de la liberté aux éditions Les liens qui libèrent. Merci Alexandra de Hoop-Scheffer. Vous êtes politologue spécialiste des relations transatlantiques. Vous dirigez le think tank German Marshall Fund of the United States. Dans quelques instants, il y aura un journal et mes camarades Lucille Como et François Saltiel. Oui, vous, François Saltiel.